Bonjour à toi, cher spectateur. Je ne vous invente rien et je ne vais rien vous faire découvrir. Vous savez que la semaine dernière est sorti dans les salles de cinéma le nouveau film de Christopher Nolan, Oppenheimer. Et le cinéma dans lequel je travaille, il y a une manière un petit peu particulière de passer le film, c'est-à-dire que non seulement de le passer en version numérique, nous avons également une pellicule 35 mm. Le 35 mm, c'est donc de la bobine comme à l'ancienne, avec toutes les petites craquelures et tout le petit grain qui va avec, donnant un charme particulier à ce long métrage qui a été tourné comme ça. Et je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous inviter à me suivre et on va aller voir là-haut comment ça se passe avec une bobine, avec du 35 mm et avec un vieux projecteur à l'ancienne. Allez, suivez-moi. C'est difficile de se glisser. Et bien voilà, nous sommes devant la machine, le projecteur 35 mm qui va me permettre de pouvoir passer Oppenheimer en pellicule. Je propose qu'on ne perde pas tant que ça de temps, je vous ferai des explications pendant que la projection sera en cours. Là, je vais monter directement la pellicule, je vais vous faire une petite timelapse pour que vous puissiez voir comment ça se passe. Et puis on se retrouve après pour discuter un petit peu de comment ça se déroule une projection 35 mm. Allez, au boulot! Bon là du coup la séance est commencée, donc vous voyez un petit peu déjà comment ça se passe quand ça tourne. Vous devez entendre aussi que ça fait quand même pas mal de bruit, hein. C'est malheureusement l'un des grands inconvénients de la pellicule. Ça paraît assez monumental, mais comme vous avez dû le voir au moment du montage, ça se fait finalement sur une assez petite base en fait. On part vraiment d'un des plateaux là, donc le plateau du bas qui va envoyer la pellicule qui va passer par les différents rouages là, qui va faire le tour, qui va ensuite passer devant l'objectif, objectif derrière lequel il y a une énorme lumière qui s'occupe d'envoyer l'image sur l'écran. Ça réverbère du coup ce que vous voyez directement à l'écran et ce qui se passe à l'image. C'était comme ça à l'époque, maintenant bon, vous imaginez avec le numérique ça se passe directement dans une lentille à l'intérieur de l'objectif. Mais donc avant c'était ça, c'était une image qui passait devant un grand faisceau de lumière et c'est ça qui faisait que du coup on avait une image qui apparaissait sur l'écran. Ça passe, ensuite ça passe devant une petite LED qui en fait sert à lire le son. C'est la petite LED rouge que vous voyez là-bas. En fait, cette LED rouge, c'est un peu comme la tête en diamant qu'il y a sur les vinyles. En gros, ça permet de pouvoir avoir une lecture complète du son, soit en mono, soit en stéréo, soit après en 5 points, etc. pour les processeurs qui sont équipés. Mais bon, ensuite, la bobine repart vers le bas. Et puis ensuite, là, du coup, c'est le plateau du haut qui va la réceptionner, vu qu'elle est partie d'en bas. Mais ça peut être pratiquement tout ce que vous voulez, hein. Vous pouvez faire en sorte que le plateau du haut envoie vers le plateau du milieu, que le plateau du milieu envoie vers le plateau du bas, que le plateau du bas envoie vers le plateau du milieu, envoie vers le plateau du haut, que le plateau du haut envoie vers le plateau du bas. Enfin bref, vous pouvez faire en sorte que tous les mariages fonctionnent tant que vous avez un plateau qui envoie et un plateau qui réceptionne. Et après, du coup, il suffit juste de laisser se dérouler le film, d'attendre la fin de la séance et de voir à la fin de la séance si le long métrage s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de souci pendant la projection. Généralement, quand il y a un souci pendant une projection, on s'en rend compte dès le début, c'est que tout s'arrête. En gros, il y a une espèce de système de sécurité au niveau là des quelques poulies qu'il y a tout en haut. S'il y a un défaut au niveau du lancement ou de la réception, la poulie va remonter et va automatiquement déclencher un arrêt d'urgence qui va faire que du coup la bobine va s'arrêter et qu'on ne va pas risquer par exemple d'avoir une pellicule qui se balade dans tous les sens, ou si ce n'est pas une pellicule qui se balade dans tous les sens, ça peut être aussi une pellicule qui s'enroule et qui du coup fait un nœud, ça peut être aussi une pellicule qui fait du bourrage au niveau du passage devant la lampe et du coup potentiellement ça peut ne pas prendre feu comme c'était le cas à une époque, mais en tout cas fondre et potentiellement endommager les différents rouages. Enfin voilà,
C'est vraiment ça le principe. En fait, c'est vraiment du mécanique. Là où aujourd'hui, on a tendance à voir la projection comme quelque chose d'entièrement digital, d'entièrement automatisé, géré par des ordinateurs. Là, pour le coup, on est vraiment sur du mécanique pur et dur. Il y a certes une partie qui se fait au niveau du plateau là-bas qui est automatisée. C'est quand on lance la projection, en gros, on lance ce qu'on appelle des pas. En gros, il n'y a pas 1, pas 2, pas 3 et pas 4. Le pas 1, c'est quand on envoie toute la bobine se dérouler. Le pas 2, c'est quand on passe en statut film. Le pas 3, c'est quand on passe en générique, donc quand les crédits commencent à se dérouler. Et le pas 4, c'est quand la projection est terminée et qu'on doit arrêter. Du coup, là, tout se met en arrêt, comme on verra sur la fin. Mais en tout cas, voilà, vous voyez à peu près l'ordre d'idée de comment ça se passe. Ça peut sembler très compliqué comme ça, mais pour avoir vu et eu une formation directement sur le tard et pas du tout par le biais d'un manuel ou par le biais d'une série d'exercices, d'entraînement et de cours, c'est finalement quelque chose qui devient très intuitif une fois qu'on se retrouve mis en action. C'est-à-dire qu'il y a plein de détails qui peuvent nous sembler anecdotiques sur le moment et après on se rend compte que ça devient hyper intuitif. Le fait de passer la pellicule dans les différentes poulies, le fait de trouver le chemin, le fait de faire en sorte qu'il y ait le bon espacement entre les différents rouages, ça devient finalement très intuitif lorsqu'on se met directement dedans et qu'on se retrouve à constater en fait que finalement, si on fait gaffe, ça semble cohérent. C'est impressionnant hein, vu d'ici. Faut que je vous montre un peu à quoi ça ressemble quand même une pellicule parce que là ça doit vous sembler un petit peu vague sur un immense plateau de voir un objet comme ça. En gros, si je devais vous montrer, ça ressemble à peu près à ça. Là vous allez avoir une image d'un peu plus près. Il faut vous dire qu'au centre donc vous avez l'image. Par exemple pour Oppenheimer on appelle ça une pleine matrice, ça veut dire que ça prend tout le papier. Mais après là pour l'exemple que je vous montre, il y a un petit format. Sur le côté vous avez le son qui se présente sous la forme de 2 bandes bleues. Alors, c'est souvent sous 2 bandes bleues, mais il y a beaucoup plus qui se cache derrière. Hein. C'est pas que du mono ou que du stéréo, ça va beaucoup plus loin. Et après, vous avez les petits crans. Et on parle sur bobine ou sur pellicule de 4 par 4. À chaque fois, c'est 4 perforations, une image, et ainsi de suite. Donc 4 perforations, ça équivaut à une image. Sachant qu'il y a 24 images par seconde, je vous laisse imaginer le nombre d'images qu'il peut y avoir sur une bobine. On est sur beaucoup. Pour rester simple dans les mots. Ça du coup, c'est le panneau avec lequel on gère les plateaux en fait que je vous ai montré juste avant. Il y a les 3 plateaux qui sont répartis chacun sur un potard et en gros ça permet de contrôler en fait l'action qu'ils doivent faire. C'est-à-dire qu'en gros, il y en a un qui réceptionne, il y en a un autre qui renvoie et après si on s'en sert aussi pour faire du montage ou du démontage de pellicule, on peut aussi s'en servir pour pouvoir avoir un espèce de cycle qui va tourner un peu sur lui-même. Là du coup, ils sont réglés de telle sorte à ce que le plateau du bas envoie et le plateau du haut réceptionne. Il faut toujours bien valider, parce que ça peut sembler anecdotique, mais c'est comme n'importe quelle commande. Hein. Il faut toujours valider pour être sûr que l'opération se fasse bien. Et c'est ça en fait qui permet de pouvoir ensuite faire en sorte que les plateaux tournent parfaitement et que la projection puisse se passer sans le moindre souci, que le bras mécanique qui s'occupe de gérer le bon acheminement de la pellicule sur le plateau de réception marche bien, qu'en bas il y ait bien les petites poulies qui s'occupent de bien envoyer la bobine. C'est grâce à ce plateau en fait qu'on arrive à vraiment lancer la projection. Là du coup vous entendez vraiment que ça fait énormément de bruit en fait, c'est que pour vous expliquer de manière simple, le cheminement de la pellicule fait qu'il faut avoir certains espaces pour que lorsque la pellicule va passer d'une image à une autre, donc les fameuses 24 images par seconde, il ne faut pas que ça bloque entre guillemets le cheminement, donc il faut toujours qu'il y ait des petits écarts qui soient faits à 2 endroits précis, l'équivalent on va dire d'un gros doigt. Il faut vraiment qu'il y ait un doigt qui permette d'avoir un bon espace entre chaque passage de pellicule parce que sinon la croix de Malte, ce qu'on appelle la croix de Malte, ce que vous voyez ici, il faut qu'elle ait le temps de pouvoir passer d'une image à une autre. Donc ça fait tout un petit cheminement avec des crochets qui fait clac, 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 clac. Ce qu'on entend là très vite vu que c'est 24 images par seconde. Et donc il faut que ce cheminement il ait l'espace de parfaitement se faire parce que s'il n'a pas le temps de parfaitement se faire, la pellicule va forcément craquer. Donc on voit tout le cheminement qui se fait là jusqu'à passer devant la bobine. Devant la bobine, je dis des bêtises, devant la lumière. Et le temps que ça passe devant la lumière, ça fait voilà tout un joli cheminement, c'est quand même assez impressionnant. Jusqu'à ensuite passer ici et comme je le montrais tout à l'heure, ça passe devant la lentille du son qui s'occupe ensuite de renvoyer tout ça sur l'écran et de faire en sorte que les gens entendent le son et l'image.
J'ai un petit tips pour vous. Lorsque la bobine est arrivée, elle s'appelait Gadget. Je ne sais pas si c'est qu'ils n'avaient pas envie que ça fuite ou quoi que ce soit, mais Gadget, pour ceux qui ont vu le film, bah, c'était le nom qui était donné à la bombe lorsqu'ils n'avaient pas envie que ça fuite, que c'était une bombe. Alors j'imagine que je vous invente rien, mais vous vous doutez qu'une pellicule c'est très fragile, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Donc si jamais, imaginons, pendant la projection du film, il devait y avoir un instant où la pellicule casse, où il y a les défauts dont je vous ai parlé, on a cette petite machine qui s'appelle une colleuse. Donc concrètement, on a juste à sectionner le bout du film qu'on a envie de raccorder avec ça, et ensuite on met les deux bobines qu'on a besoin de raccorder au milieu, on met une bande de scotch, on presse et c'est bon. C'est comme ça que ça se raccorde. J'imagine que vous avez déjà dû voir ça dans des films. Je pense forcément à Fight Club, mais il y en a plein d'autres comme Cinéma Paradiso. Mais voilà, donc c'est à ça que ça ressemble une colleuse. C'est tout bête, mais c'est très pratique comme appareil. Alors il y a un autre truc qu'il faut absolument que je vous montre dans le genre. C'est l'objectif qu'il y a juste devant la pellicule, notamment d'Oppenheimer. Alors ça marche aussi pour les 35 mm scope, assez classique. Là en ce moment, Oppenheimer par exemple, c'est un 220, donc c'est un peu particulier. Mais en gros, je ne sais pas si vous allez voir, si je vous le mets comme ça, normalement vous devriez, vous allez voir que ça déforme un petit peu l'image. En fait, ça c'est une lentille anamorphique. Vous en avez forcément dû en entendre parler si vous regardez un petit peu des trucs ou des tips sur les bases du cinéma. Mais en gros, ça déforme un peu l'image parce que les images scope, ou ici 220, sont en pleine matrice. Donc elles prennent vraiment toute la largeur du 35 mm au complet. Donc du coup, il faut absolument qu'on ajoute cet objectif devant pour faire en sorte que ça compresse un petit peu l'image et que du coup, vous vous retrouviez avec un truc où les visages ne sont pas déformés à l'écran, mais où ils prennent simplement la forme de visage régulier. C'est assez monumental comme vous pouvez le voir quand même comme objectif. Si je vous le mets par rapport à ma main, ça fait quasiment la taille de ma main, donc c'est costaud comme machinerie. Et bien voilà, je vous ai montré à peu près ce que je sais de ma petite hauteur de projectionniste qui fait ça depuis à peine 2 ans dans un cinéma, ce que ça donne une projection pellicule. J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, je n'ai plus qu'à attendre que le film se termine. J'en ai encore pour un bon moment, au vu de la longueur. Là, je crois qu'on n'est même pas à la bobine 4 sur 9, donc il y a de la marge. De toute façon, si la vidéo se termine par la coupure d'un projecteur, c'est que la vidéo se sera bien passée, c'est que la projection se sera bien déroulée. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera bien sûr pour parler de films et de la chose qui me passionne, le cinéma et son envers du décor, bien évidemment. A plus!